Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney et Antonin André qui se fichent de moi parce que je leur dis de quoi vous voulez parler. L'actualité est vaste. On peut parler du service militaire, on peut parler de l'évasion à Dijon, on peut parler de la crise politique avec 67% des Français favorables à une élection présidentielle anticipée. On peut parler de Donald Trump, par exemple, qui a haussé le ton sur l'immigration afghane. Et je me souviens de... on va peut-être écouter Vincent Herouet, si ça vous va, parce que Vincent Herouet, ce matin, était remarquable dans l'heure des pros sur CNews et sur Europe 1. Et il a rappelé quand même cet épisode. Parce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle d'un Afghan qui tire sur la garde nationale à Washington? N'oublions pas qu'il y a cet épisode fou quand on a regardé les images, on a re-regardé, parce qu'il y a pas mal de télévisions aujourd'hui qui ont repassé les images de la fin de Kaboul, quand les Américains se retirent. On est en 2021, souvenez-vous de l'aéroport. Des images terribles. Avec les Afghans de ces gens qui avaient accrochent aux carlingues des avions qui décollent. Et qui avaient collaboré avec les Américains et qui savaient qu'ils allaient passer un mauvais quart d'heure avec les talibans. Et c'était Biden à l'époque. Et Vincent Herouet a justement expliqué tout ça. On écoute. L'une de ses idées fixes, c'est de refouler les Afghans. Et donc, au printemps dernier, si je me souviens bien, il a révoqué le statut temporaire qui protégeait les Afghans rapatriés dans les fourgons de l'armée américaine. Parce que quand les Américains ont passé 20 ans là-bas, avant de déguerpir d'une manière soudaine et lamentable, pour tout dire, qui a été une véritable faute. C'est une faute politique incroyable. La chute de Kaboul a des conséquences, mais en cascade, c'est une véritable catastrophe. C'est un signal de faiblesse. Il n'y aurait sans doute pas eu la guerre d'Ukraine s'il n'y avait pas eu, par exemple, cette faillite américaine en Afghanistan. La faillite américaine en Afghanistan sous Joe Biden, quand d'un coup d'un seul on décide de partir après 20 ans d'occupation. Ah oui, mais c'est quand même... Antonin André. C'est beaucoup le travers des Américains. C'est-à-dire que quand vous êtes les Américains, vous savez qu'à un moment ou un autre, ils vont se retirer et probablement au moment où vous y attendez le moins. Et il y a depuis une quarantaine d'années, en fait, davantage depuis le traumatisme du Vietnam, une inclination américaine, en tout cas une contradiction dans la politique américaine, à la fois de vouloir protéger les valeurs et l'influence des États-Unis et le monde libre en s'ingérant dans des conflits et en allant, d'une certaine façon, vouloir instaurer ses propres valeurs dans les pays qui ne sont pas prêts à les recevoir, et la protection de ces boys américains, parce que le peuple américain vit extrêmement mal la mort du moindre soldat à l'étranger. Il ne la comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on doit aller en dehors de ses frontières pour aller faire mourir ses soldats. Et les États-Unis sont pris dans cette contradiction depuis le Vietnam, et c'est ce qui explique ce genre de volte-face. Obama lui-même avait fait en sorte que les États-Unis se désengagent massivement de la Syrie et de l'Irak, et ça avait posé tout un tas de problèmes également sur notamment l'émergence de l'État islamique. Oh ben là, c'est une catastrophe. Les Américains qui sont allés en Irak en prétextant d'ailleurs des armes que l'Irak ne possédait pas, un gros mensonge devant la tribune de l'ONU quand même, il ne faut pas oublier ça. Et après, ils sont arrivés, la guerre a duré 40 jours, et ils ont tout cassé. Ils ont absolument, au lieu de se servir de l'armée qui aurait pu... Ils les ont tous laissés tomber, et ils ont créé les conditions du chaos actuel. Ils sont très dangereux. Oui, ils avaient armé l'Irak contre l'Iran, parce qu'il y a eu d'abord la guerre contre l'Iran, et ensuite il y a eu la guerre du Golfe, enfin la guerre d'Irak. La guerre du Golfe, ça a été une ratonnade électronique... ils n'ont pas fait tomber Saddam Hussein, quoi. Je veux dire, ça a été... on voyait tous les avions qui allaient bombarder Bagdad, et puis après, on ne savait pas ce qui se passait. Enfin, c'était, ce qu'on peut appeler une ratonnade. Ce qu'on peut reconnaître tout de même dans la diplomatie de Trump, qui est aussi soucieux, lui, de protéger les intérêts américains et de protéger la vie de ses soldats, c'est qu'il a un style diplomatique qui, certes, est assez martial, et parfois imprévisible et parfois contradictoire, mais extrêmement actif et volontaire. Et donc, on peut aimer ou ne pas aimer Donald Trump, on est forcé de constater qu'il obtient quand même des résultats. Il l'a fait au Proche-Orient, alors ça demandera du temps et c'est fragile. Oui, mais néanmoins, il a quand même réussi à obtenir des gains, que l'ampleur des frappes soit nettement diminuée, qu'il y ait une forme d'accord de cessez-le-feu. On voit qu'il essaie aujourd'hui de peser sur le dossier ukrainien. On sent que c'est compliqué, que c'est difficile, mais on voit bien que si la paix survient en Ukraine,
ce sera avec des Européens qui bavardent et des Américains qui agissent. Oui, mais enfin, ce que dit Poutine aujourd'hui, la paix n'est pas pour demain. Et quand même, il y a ce dialogue qu'a publié le Figaro aujourd'hui, l'échange téléphonique entre Witkoff, qui lui est tombé amoureux. Vous savez, c'est l'agent immobilier ami du président qui a été envoyé. L'émissaire américain. Et qui dit à Poutine, mais vous savez, avec le président, il faut le flatter, il faut lui dire qu'il a réussi à Gaza, puis comme ça, il sera gentil avec vous. Non, mais c'est extraordinaire quand même. Si c'est vrai, c'est extraordinaire d'entendre l'ami qui dit à Poutine... Ce qui est extraordinaire, c'est que ça a fuité. Eh bien, oui, et pourquoi ça a fuité? Ce qui n'est pas si extraordinaire, c'est que c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous allez voir Donald Trump à la Maison-Blanche, il faut commencer par lui dire qu'il est formidable. Ah, mais c'est le corbeau et le renard. Oui, mais on peut trouver ça infantilisant et réducteur en même temps. Ah non, on ne dit pas en même temps. Non, mais je veux dire, même si ça n'était jamais dit... C'est de tout temps. C'est de tout. Oui, voilà. En matière de diplomatie, il faut quand même savoir valoriser son interlocuteur, y compris quand on n'est pas d'accord avec lui. Alors, chez Donald Trump, ça prend une dimension caricaturale et sans doute un peu excessive. Enfin, c'est pas totalement non plus déplacé. Je veux dire, si on veut obtenir des résultats et des concessions de Donald Trump, on ne peut pas commencer par l'insulter. Non. Et puis il faut aller vite parce que ce que me disait un ministre de haut rang il y a quelques années, il me disait qu'il a 30 secondes d'attention. Donc vous lui parlez et puis au bout de 30 secondes, il change de sujet. Vous savez qu'il y a un début de polémique ou des enquêtes aux États-Unis sur justement l'attention et la capacité de concentration de Donald Trump en comparaison de son premier mandat, parce qu'il a pris de l'âge depuis et ses capacités cognitives sont questionnées par une partie des médias.